Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne du CETIM, au programme des débats et des échanges sur les thèmes qui préoccupent les industriels. Et aujourd'hui, nous parlons d'entreprise numérique. Alors tout le monde est d'accord, c'est le pilier de la transformation des entreprises vers l'industrie du futur. Numériser ses process, ses produits, c'est une nécessité pour rester dans la course, mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est sans risque? C'est ce que nous allons essayer d'explorer avec l'objectif d'apporter des réponses à la fois utiles et objectives à notre public. Avec nos invités d'aujourd'hui, c'est-à-dire Anaïs Voigilis, la directrice associée du cabinet June Partners. Bonjour. Malek Fiwan, le responsable conseil à BBI France. Bonjour. Bonjour. Et Isabelle Duret, directeur général d'Atypique Solutions, un éditeur qui est spécialisé dans le pilotage collaboratif de la performance. Bonjour. C'est bon? Allez, on attaque tout de suite avec la première question. Et la première question, c'est: est-il possible de passer au numérique en gardant son âme? Alors on le voit, on vend le numérique comme une solution à tout, la solution à plein de choses. Maintenant, foncer aveuglément, c'est pas forcément la bonne solution. On a tous en tête des gens qui se sont lancés dans l'implémentation d'un ERP et puis qui n'en sont jamais sortis et qui finalement ont renoncé. Alors qu'est-ce qu'ils en disent les industriels exactement à cette numérisation? Est-ce que pour eux c'est possible de numériser tout en gardant son âme? Malek. Alors complètement, il y a plusieurs choses dans cette question. La première chose, c'est de se dire c'est quoi garder son âme en tant qu'entrepreneur? Donc il y a deux choses, il y a garder sa raison d'être et puis sa façon d'être. Donc sur la partie raison d'être, l'entreprise, quelque part, elle doit se concentrer sur qui elle est et la valeur qu'elle souhaite créer. Donc on peut avoir l'exemple par des gens qui sont des artisans du luxe et qui veulent rester quelque part des artisans du luxe, qui vont vouloir chercher à se digitaliser. Et eux, typiquement, ils vont aller essayer de garder le geste de l'artisan, qu'ils vont vouloir bonifier, magnifier, et ils vont concentrer la digitalisation sur des choses qui vont être invisibles quelque part pour le client et pour l'expérience du luxe. Et après, sur la façon d'être, on va plutôt être dans le cahier des charges quelque part pour aller garder l'humanité dans l'entreprise, la relation, etc. et pouvoir garder, on va dire, tout ce qui va être lié à l'humain. Donc la réponse, c'est oui, évidemment, c'est possible. Et il y a des façons de le faire. Mais globalement, et on va y revenir très probablement longuement, plusieurs fois dans la discussion, il ne faut pas partir des outils, des opportunités d'outils. Il faut vraiment partir de ce qu'on veut faire avant de rentrer dans le supermarché de la technologie. Oui, effectivement, on va y revenir. Anaïs, vous fréquentez les industriels, hein, vous les voyez tous les jours. Qu'est-ce qu'ils disent aussi sur ce point-là? Quel est votre sentiment à vous? Mon sentiment, c'est qu'en effet, c'est possible de garder son âme. Maintenant, ce qui convient de préciser, c'est que le numérique, c'est un ensemble d'outils qui est mis à disposition des industriels et des entreprises plus largement pour améliorer leur performance. Donc, pour garder son âme, il faut commencer par définir quels sont les besoins, c'est-à-dire poser le bon diagnostic pour y apporter la bonne réponse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a à la fois beaucoup de solutions qui sont offertes sur le marché, pas toujours de lisibilité finalement sur quelles sont les réalités offertes par ces outils, que implémenter un outil, ça prend du temps, que ça sous-entend d'avoir une organisation au carré avant, parce qu'on voit beaucoup, vous parliez des ERP, on voit encore trop de cas d'entreprises qui choisissent une solution et qui ensuite se disent on va essayer de faire rentrer notre mode de fonctionnement dans cette solution, alors que le préalable, c'est de se dire, voilà comment mon organisation fonctionne, voilà quels sont mes processus, si besoin, je les réécris pour les améliorer. Et à partir de là, je définis un cahier des charges pour choisir la solution qui va répondre à mes besoins, et pas l'inverse. Et l'autre piège dans lequel tombent un certain nombre d'industriels, et en général, plus ils sont gros, plus ils ont tendance à vouloir tomber dans ce piège, c'est de vouloir développer une solution maison, avec un truc hyper spécifié, parce que chacun pense que finalement il est unique et donc il lui faut l'outil quel qu'il soit, que ce soit un ERP, un WMS ou des choses, fabrication additive, etc., ultra spécifiées pour répondre à ses besoins, si bien que quand il faut faire évoluer, il n'y a plus personne pour le faire, les équipes qui ont développé la solution ne sont plus là.
alors qu'une solution sur le marché standard, qui s'adapte dans le raisonnable, est souvent une meilleure réponse, à la fois en termes de temps, de cas d'usage et d'expérience, parce que quelqu'un dont c'est le métier aura forcément plus de cas d'usage que si vous le faites en interne, et sur le plan financier, parce que ce qui semble être un gain court terme peut s'avérer être très coûteux sur le long terme, avec des gens qui ne vont plus utiliser le système parce qu'il est trop compliqué, etc. Et puis on a à peu près la certitude d'avoir quelqu'un qui est formé à cet outil, alors qu'avec un outil maison, c'est pas forcément le cas. Juste, c'est les donneurs, pour les sous-traitants, c'est les donneurs d'ordre qui imposent les outils, ou bien on peut choisir quand même les outils qu'on utilise? Ce cas par cas, ça va dépendre des outils. En général, les sous-traitants ont quand même une marge de manœuvre. Après, ce qui est apprécié d'un certain nombre de donneurs d'ordre, c'est quand même de pouvoir avoir une interconnexion entre les outils, des API qui permettent des échanges d'informations beaucoup plus fluides. Les donneurs d'ordre ont certaines exigences sur des sujets de facturation, etc. Mais tout va dépendre finalement, est-ce que c'est un très grand donneur d'ordre, un donneur d'ordre de taille moyenne, des habitudes du secteur. Il y a des secteurs qui sont très processés, d'autres beaucoup moins, des rapports de force qui vont se jouer, mais il y a quand même une marge de manœuvre qui existe encore pour les sous-traitants, et heureusement. On peut encore choisir. Isabelle Duret, vous aussi vous voyez des industriels, puisque vous implémentez votre solution là-bas. Vous partagez aussi ce constat de gens qui veulent avoir un outil super adapté à eux, qui sont convaincus qu'ils sont des cas uniques? Alors, oui, et je pense que c'est ce que le numérique apporte. Et je suis de plus en plus persuadée que le système d'information se construit de plus en plus brique par brique. Et c'est là où Anaïs parlait des API, par exemple, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'implémente plus un ERP comme on le faisait il y a 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution qui est imposée, mais au contraire, c'est une solution qui se compose. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir interfacer un certain nombre de modules qui vont répondre à des enjeux spécifiques de l'entreprise. Et chaque entreprise ayant ses enjeux, elle va trouver les briques qui vont la composer. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Malek au départ, c'est-à-dire que je pense qu'il faut partir d'une vision. Je partage vraiment cet avis qui est de se dire d'abord, je repositionne ma finalité, je repositionne mes enjeux, et en fonction de mes enjeux et des besoins du terrain, parce que pour nous, chez Atypique Solutions, tout part du terrain, en fonction de ma vision et des enjeux du terrain, je vais construire ma roadmap, je vais construire et acheter et composer ma solution numérique adaptée à mon entreprise. Alors, quand on est éditeur, on est content quand on achète sa solution, évidemment, mais il faut plutôt partir de son besoin et pas le piège à éviter, c'est de partir d'un outil, de dire je veux ce truc-là, et puis après lui trouver une place dans son entreprise. Oui, pour moi, il y a deux pièges à éviter. Il y a vouloir absolument acheter un outil parce que on trouve ça bien et que c'est la mode. Alors ça, pour moi, c'est catastrophique. Et puis, le deuxième piège pour moi à éviter, c'est de penser que le numérique, c'est du plug and play. Pour moi, le numérique s'accompagne. C'est-à-dire que c'est une transformation. Et qui dit transformation, dit montée en compétences, dit évolution éventuellement managériale, évolution des pratiques. Et ça ne se décrète pas. Les opérateurs, quand un opérateur, quand vous lui donnez une tablette entre les mains, d'abord, il y a une toute petite formation, parce qu'aujourd'hui, les outils sont très ergonomiques, donc ils sont vraiment faciles à prendre en main. Mais en fait, ce n'est pas la prise en main de l'outil qui est importante. C'est le sens qu'on va donner à la démarche que porte l'outil. Et donc nous, chez Atypique Solutions, on est éditeur de logiciels, mais on distribue avec un réseau de consultants en excellence opérationnelle, parce que cette transformation managériale s'accompagne. Oui, l'important, c'est de savoir pourquoi on numérise, finalement. Oui. Qu'est-ce qu'on numérise et pourquoi? Il y a forcément un gros point sur l'organisation. Pour numériser bien, il faut être bien organisé, sinon on n'arrive à rien. Dans les entreprises, on est préparé souvent quand on se lance dans ce genre de solution, Malek? Alors, très souvent, alors, il y a une grande hétérogénéité. Il y a des entreprises qui sont très organisées et qui globalement, ont très bien anticipé les choses. Après, on va dire, il n'y a pas de PME le standard en France, mais il y a quand même un grand nombre de cas de figure dans lequel on va retrouver quand même un niveau d'organisation qui est insuffisant pour pouvoir implémenter, digitaliser. Et là, en effet, il y a un très gros risque qui est de prendre des pratiques qui sont suboptimales, qui ne sont pas du tout optimisées, et de les ancrer, de les figer à cause des outils qu'on va mettre en place en termes de digitalisation.
Ce qui fait qu'une fois qu'on aura digitalisé, eh bien, on aura sanctifié des pratiques qui n'étaient pas les bonnes et qui n'étaient pas optimales. Donc en effet, les points clés, c'est bien de repartir et de la raison d'être et des enjeux de performance. Et ensuite de faire un travail préalable sur l'organisation, la formalisation de l'organisation, pour ensuite aller aboutir, aller travailler sur un cahier des charges fonctionnel, ce qu'on veut, et puis avant d'aller vers les choix d'outils, puis vers les cahiers des charges plus spécifiques aux outils qu'on va choisir. Ça ne s'improvise pas, quoi, en fait. Hein. Ça ne s'improvise pas. Tout bonnement. Le numérique, ça peut, enfin en tout cas, on se dit avec la population Y et suivante. Moi, désolé, j'en suis resté à Y. On parle du numérique comme un outil d'attractivité, notamment pour l'industrie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le numérique, ça peut attirer les jeunes, vraiment? Anaïs, je vous sens perplexe. Alors, il est évident que quand vous avez du numérique partout dans vos vies, si vous arrivez dans des usines qui semblent être à côté de la plaque, enfin très éloignées de ces réalités, oui, quand on a la facilité d'avoir une tablette chez soi et qu'on se retrouve sur les lignes de production à écrire des choses à la main ou à faire de la ressaisie en permanence sur Excel ou d'autres choses, il y a un côté hors du temps, en tout cas, ou en retard par rapport à ce qui se passe dans les vies quotidiennes. Maintenant, le numérique n'est pas suffisant en lui-même pour attirer dans l'industrie. Il y a plein d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, à la fois ce que fait l'entreprise, ce qu'elle produit, l'histoire qu'elle raconte, ce qu'elle offre à ses salariés, là où elle est implantée. C'est multifactoriel, en tout cas l'attractivité ne va pas se jouer que sur le sujet du numérique. Sinon, ça serait trop simple. Il suffirait d'automatiser totalement nos usines et puis tout le monde se précipiterait pour venir dans l'industrie. Il ne suffit pas de mettre des tablettes dans les entreprises pour attirer les jeunes. On reviendra peut-être sur ce point-là. Avant de passer à la deuxième question, on va retrouver Xavier Fauder qui est sur l'espace réindustrialisation responsable pour nous présenter ce que c'est et puis nous annoncer un peu la façon dont on va fonctionner dans les prochaines émissions. Xavier, c'est à vous. Oui, tout à fait. Merci Jean-Sébastien. Effectivement, je suis en compagnie de Benoît Gauthier, qui est coordinateur de cet espace et qui va nous en dire un tout petit peu plus. Alors Benoît, qu'est-ce qui se passe exactement sur cet espace ? Bonjour Xavier. Eh bien, c'est l'illustration de la réindustrialisation qui fait partie des thèmes principaux abordés sur Global Industrie. Et l'idée, c'est d'attirer l'attention des visiteurs sur l'ensemble des sujets touchés par la réindustrialisation, c'est-à-dire les apports du numérique, les apports de la transition écologique, les apports de la robotique, des technologies pour réindustrialiser la France. Et qu'est-ce qui va se passer exactement sur cet espace durant ce salon Global Industrie ? Alors, c'est un espace qui est d'abord digital, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses vidéos que peut sélectionner le visiteur, qui peut regarder, suivant les thèmes qui l'intéressent sur les grands sujets qui peuvent le concerner. Il y a des témoignages d'entreprises, il y a des démonstrations de techniques. Et puis, il y a également des témoins qui seront interviewés 2 fois par demi-journée, qui apporteront une vision d'expertise sur les thèmes principaux que j'évoquais à l'instant. Et je crois que dans quelques minutes, il va y avoir également de lancer un dispositif, lequel exactement ? Alors, il y a un dispositif de sondage, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est d'avoir la perception en live des visiteurs sur leur approche de la réindustrialisation. Ça les intéresse, ça les intrigue, ça les inquiète. Bref, pour en savoir un peu plus, mais à partir de ce soir, nous aurons les premiers chiffres que nous pourrons communiquer au cours des prochaines journées. Très bien, vous voyez Jean-Sébastien, tout est prêt ici, et y compris une petite surprise pour ceux qui viennent jusqu'à cet espace, puisque un smoothie vous sera offert. Voilà Jean-Sébastien, c'est à vous. Merci beaucoup Xavier, et avec cette température, c'est pas du luxe. Bon, alors on le voit, la réindustrialisation responsable, c'est au cœur des préoccupations, mais revenons plutôt à la numérisation. Il y a une question que je me pose et que tout le monde se pose, c'est la numérisation, combien ça coûte ? Isabelle Duret. Alors, moi, je suis côté éditeur de logiciels, donc je vais vous parler plutôt de, effectivement, combien une solution comme la nôtre peut coûter. Je pense que ce qui est important, et comme nous, on travaille sur le progrès et sur l'amélioration de la performance, ce qui est important, c'est la valeur qu'on va apporter aux clients. C'est-à-dire que quand vous identifiez un certain nombre d'incidents tout au long du flux de production et que vous les valorisez en euros, vous savez exactement dire ce que vous allez pouvoir attaquer comme assiette de non-performance et du coup, quel est le ratio, on va dire, du coût de l'outil par rapport aux gains que vous pouvez générer pour l'entreprise. Donc,
pour une solution comme la nôtre, donc je démarre par ma solution, excusez-moi, mais pour une solution comme la nôtre, effectivement, c'est, j'allais dire, assez facile de justifier l'utilisation de notre solution, puisque la valeur apportée au client est 10 fois supérieure, 20 fois supérieure au coût du logiciel. Maintenant, ça, c'est pas suffisant parce que la numérisation, ce n'est pas que de l'amélioration de la performance. On va pouvoir aussi travailler sur la digitalisation de l'animation des équipes. On va pouvoir travailler sur un réseau social d'entreprise. Donc, il y a tout un tas de sujets qui n'ont pas forcément, comme pour notre solution, un ROI direct et immédiat. Et donc là-dessus, c'est effectivement, on retrouve à nouveau la discussion sur les enjeux, sur la vision de l'entreprise, sur l'attractivité, hein, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que quand j'arrive dans mon usine, est-ce que je suis content? Est-ce que c'est beau? Est-ce que j'ai des écrans qui m'accueillent avec quelque chose d'intéressant? Donc voilà, tout ça, ça participe à un projet global d'entreprise, à mon sens. Et là, on est moins sur l'évaluation du retour sur investissement, on est beaucoup plus dans la vision et dans l'adaptation aux nouvelles technologies. Il faut peut-être mettre un petit peu d'argent sur le fait de repeindre les murs hein, plutôt que tout dans l'outil numérique. Malek, Anaïs, on a un peu la sensation quand même que ce sont des outils qui sont souvent chers, qu'on parle de bureaux d'études, enfin dans tous les domaines. Hein. On peut aussi parler d'ateliers avec la numérisation, l'automatisation. On a l'impression que c'est des outils qui sont chers. Alors on fait comment? On choisit des choses en particulier à faire en priorité? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les outils de la digitalisation, ils sont chers. Et je pense que la question est posée évidemment pour inciter à cette réponse-là. Il y a beaucoup de cas de figure quand même, y compris sur des projets qui sont significatifs, comme la mise en place d'un ERP, sur lesquels, au contraire, dans la PME, on doit s'alerter si on voit des montants qui commencent à dépasser 100, 150, 200 000 euros. Pourquoi là, on peut être dans un cas de figure où on a confié aux personnes qui vont justement être les pourvoyeurs de ces solutions ou de ces outils le dimensionnement et le chantier. Donc là, ça vaut vraiment le coup pour les entreprises, parce qu'évidemment, ça va être du cas par cas, d'être accompagné par des acteurs qui sont pas partie prenante dans ces écosystèmes-là. Donc typiquement, des gens qui vont venir plutôt dans une posture de conseil, désintéressés, simplement pour exécuter cette prestation-là de conseil, et qui vont les aider à calibrer les solutions sur lesquels ils vont partir pour éviter justement de surdimensionner, parce que évidemment celui qui vous vend le RP, il a plutôt intérêt à maximiser son chiffre d'affaires. Ça, c'est un premier point. Puis après, le deuxième point, c'est que dans la digitalisation, évidemment, il y a une grande dispersion. Il y a des outils qui sont absolument gratuits, les petits outils d'organisation personnelle ou des outils sur lesquels on va pouvoir échanger et faire des chats en interne. Et puis après, on va avoir les solutions aussi qui vont être des solutions d'automatisation dans l'atelier, où là, on a quand même énormément progressé en termes de coûts, typiquement sur la cobotique. Un petit projet de cobotique, c'est, disons, une trentaine de milliers d'euros, avec une vingtaine pour le robot, une dizaine pour l'intégration, parce qu'il y a beaucoup maintenant de click and play, entre guillemets, où on déplace le bras de robot, on clique, il enregistre la position, on le redéplace, et ainsi de suite. Et très rapidement, on arrive à faire un geste robot, alors qu'avant, il fallait vraiment des professionnels pour ça. Donc ça peut être facile. Anaïs, des entreprises, vous envoyez sur le terrain. Cette notion d'investissement acceptable, là on parlait en gros de 200 000 euros. Alors évidemment, ce n'est pas une enveloppe, elle n'est pas définie, elle n'est pas fixe. Mais c'est quelque chose qui vous parle, d'avoir un investissement limité pour garantir le ROI? Oui, alors en fait, je pense que c'est difficile d'apporter une réponse à cette question parce que ça va dépendre de la taille de l'entreprise, de sa situation financière. Est-ce qu'on est dans une entreprise qui est dans une situation financière saine ou pas? De son niveau de maturité sur ces sujets. Parce que finalement, l'outil a du sens si les processus avant, finalement, si on allait au bout de la démarche lean, j'ai envie de le dire de manière un peu caricaturale. Et ensuite, ça va dépendre de ce que vous allez vouloir mettre. Si vous mettez un cobot en sortie de ligne, ça ne va pas être exactement le même prix, le même ROI que si vous mettez en place un nouvel ERP ou un WMS ou autre. Donc la notion de prix acceptable, finalement, elle est relative en fonction du projet de l'entreprise.
Vous avez des entreprises qui ont envie de changer un ERP, qui s'équipent de conseils, qui sont prêtes à mettre des sommes qui dépassent le million d'euros. On a le cas en tête d'entreprises qui ont investi 2-3 millions d'euros dans un changement d'ERP à l'échelle internationale. Ça ne leur a pas posé de problème. Le ROI n'était pas si évident à démontrer non plus auprès de l'actionnaire, mais on sait le démontrer. Et puis après, vous allez avoir d'autres entreprises de taille similaire qui ne vont pas vouloir investir dans leurs outils parce qu'elles ne le voient pas comme une priorité et qu'elles n'ont pas forcément la situation financière aussi pour le faire, alors que là, on aurait un ROI qui serait peut-être beaucoup plus évident que dans le cas de mon ERP, avec une amélioration de l'offre aux clients, en tout cas de la rapidité de réponse aux clients, une amélioration dans le quotidien des gens, parce que les outils, quand on parle, alors ça, tout dépend de quand on parle, mais quand on a des systèmes qui bug dès l'ouverture, qu'on met une demi-heure parfois pour enregistrer une commande dans le système, etc., ça crée du stress et du ressentiment au travail. Et donc on saurait évaluer, et les entreprises ne veulent pas l'enclencher parce qu'elles ne sont pas dans la disposition. Donc finalement, je vous fais une réponse de Normand, mais il n'y a malheureusement pas... Je crois que dans tous mes clients, j'ai autant de cas que de réponses possibles. Souvent, finalement, la mise en danger est plus forte, ou le sentiment de mettre en danger son entreprise est plus fort que finalement le ROI, même s'il est prouvé. Ça peut arriver. Oui, puis il y a aussi un sujet de compréhension de l'outil, de l'apport. Les directions générales voient parfois les choses d'un certain angle, et puis les personnes, par exemple, et je ne veux pas plaider, mais sur le cas d'écran, dans des entreprises qui sont en difficulté, le fait qu'on mette des écrans dans l'entreprise, ça a été extrêmement mal vécu par les salariés parce qu'on n'est pas venu traiter leurs irritants au quotidien et qu'ils l'ont vu plus comme une perte financière qu'autre chose. Donc il y a bien un sujet aussi de bonne définition et d'accompagnement dans ces changements. Et on dépense de l'argent, mais on ne résout pas leurs problèmes finalement. Exactement. Du coup, ça amène une question de ressources, parce qu'on disait, voilà, des gens qui sont mis face à des outils et qui ne sont pas forcément formés pour ça. En plus, c'est surtout qui s'en occupe finalement de ce projet-là. Est-ce que c'est un projet de direction? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être un chef de projet, qui doit être nommé? Comment ça se passe chez vous, par exemple, Isabelle? Alors, donc, nous, on apporte une solution logicielle. Donc, je vais répondre plutôt sur cette partie-là, pas sur l'implantation d'un cobo ou d'une imprimante 3D, puisque effectivement, le numérique, c'est tellement large qu'il faut qu'on cadre un petit peu la discussion. Pour implanter une solution logicielle, nous, l'ambition qu'on a, c'est de servir le terrain et donc d'être utilisé par l'intégralité des utilisateurs dans l'entreprise, de l'opérateur sur sa chaîne de production jusqu'au directeur d'usine. Donc on porte un projet d'entreprise. Et la réussite, de toute façon, d'un projet de transformation managériale, de transformation de pratique, elle part de la direction et elle va jusqu'au terrain. Donc on a besoin de cette ambition, on a besoin de positionner pourquoi on fait ce projet, de l'expliquer à l'ensemble des salariés, de faire participer quelques personnes des différentes fonctions de l'entreprise à la construction du projet, une vraie co-construction qu'on fait avec à la fois l'outil numérique, le consultant ou l'expert méthode, amélioration continue de l'entreprise et puis l'entreprise elle-même. Et donc on construit un projet. On construit un projet donc avec les ressources qui sont associées. Alors nous, le projet, il peut être sur une dizaine de jours, donc c'est pas très très consommateur de temps, mais on a quand même besoin de ressources qui soient disponibles à ce moment-là pour faire la partie configuration, implémentation. Et ensuite, on forme les équipes, 1 heure de formation par petit groupe. On forme les équipes, on accompagne sur le terrain et puis c'est parti. Malek, vous le disiez tout à l'heure, il y a des outils en fait qui peuvent être implémentables quasiment en un seul clic et utilisables en un seul clic. C'était peut-être un petit peu rapide, mais la notion de formation, elle est importante. Enfin, selon les outils, j'imagine qu'il y en a qui sont facilement utilisables, d'autres un peu plus, mais ça a un coût, la formation, dans un projet de numérisation ? Alors, il y a en effet les outils du quotidien, enfin je ne veux pas tous les lister, mais ceux que vous-même probablement vous avez mis en place pour collaborer avec vos collègues, sur lesquels les formations, elles sont en effet très rapides, peu coûteuses, et très souvent on peut identifier une personne en interne dans l'entreprise qui lui aime bien jouer avec les outils en question et qui va former ses collègues et organiser des formations internes. Donc ça, c'est des solutions qui sont généralement efficaces, peu coûteuses, et qui permettent aussi de faire un petit peu de test and learn, d'être très dynamique sur la façon de travailler. Après, par contre, en effet, il y a des outils sur lesquels on va être quand même à la frontière entre du click and play, comme je disais tout à l'heure,
et des choses plus élaborées et qui sont plus proches en fait des outils des ingénieurs. Si on prend les très grandes solutions aujourd'hui d'ingénierie système, alors je ne sais pas si je peux les citer ici, mais évidemment il y a une solution française moi qui me vient à l'esprit qui va être celle de Dassault et qui est excellente. Elle nécessite quand même, elle a un tel niveau de fonctionnalité qu'elle nécessite quand même une capacité à l'appréhender, donc une formation un peu plus soutenue. Mais généralement, la brique de formation, elle fait partie du projet, donc lorsqu'on va contractualiser les solutions en question. Et donc, j'ai envie de dire, tout se calibre et tout se négocie. Mais donc, en tout cas, il ne faut pas le négliger. Faut quand même penser à la formation. On le disait, un projet comme celui-là, ça démarre par la direction et puis après, ça déferle un peu plus bas. Ça veut dire que le rôle du patron, il est très très important. Dans une PME, il n'y a pas justement parfois de la résistance au changement liée à ce patron? Alors je rebondis avant de laisser la parole, mais il y a deux choses qui me viennent. Donc j'abonde totalement dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire en effet, le patron, comme quand on gère un projet classiquement, quelles que soient les démarches, hein, c'est dit et redit dans tout ce qui est Lean Six Sigma par exemple, il est extrêmement important d'identifier un sponsor en interne. Il n'y a pas de meilleur sponsor pour qu'ensuite ça puisse dérouler que la direction générale. Donc en effet, le patron il a un rôle clé, mais c'est pas ensuite lui qui va exécuter. Et une deuxième chose, c'est qu'ensuite c'est des sujets qui doivent être pris par les opérationnels, ceux qui vont ensuite être quelque part les clients et les opérateurs de la performance, et pas nécessairement confiés à l'IT, qui vont être des contributeurs clés, mais voilà. Et puis après, il y a un deuxième aspect quelque part qui va être de vraiment réussir à faire du sur-mesure là où ça va être nécessaire. Anaïs, on le disait, donc pour vous, enfin le rôle du patron, le patron peut constituer un frein, honnêtement? Alors, ça peut être un moteur ou un frein. Un moteur dans le sens où s'il a la conviction, il va être, comme c'est ce qui a été dit précédemment, c'est clé d'avoir l'accompagnement du COMEX, mais dans tout projet de transformation d'entreprise, si le COMEX et le directeur général ou le PDG ne sont pas convaincus, il y a peu de chances que ça aboutisse. Maintenant, avant l'étape qui est de dire je veux utiliser un nouvel outil, numériser mon entreprise, il y a l'étape de est-ce que je le fais ou pas? Et dans un certain nombre d'entreprises, il y a en effet une forme de résistance de la part de certains dirigeants qui ne voient pas forcément le bénéfice que ça va avoir pour eux, soit dans le quotidien, dans la gestion des opérations, soit en termes de réponse aux attentes clients, de business ou de marché, et donc qui ne se saisissent pas du sujet. Alors depuis la crise de la Covid, on a eu un changement sur le sujet assez fort. Il y a plein d'entreprises qui s'en sont emparées de ces sujets de différentes manières, mais on a une forme de résistance pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils te disent soit ils ne connaissent pas, soit ils se disent que ça coûte cher et ça ne leur apporte rien. Ils n'ont pas forcément les équipes en interne pour porter ces projets. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on n'enclenche pas la dynamique. Oui, il y a 2-3 freins quand même. Il y a aussi un frein qui peut être important et justement avec un seuil de taille d'entreprise, c'est la notion de chasse aux primes. Quand on est gros, on peut aller chercher de la subvention, enfin on peut chercher des financements. On peut facilement aller voir son banquier. Quand on est une PME, c'est un peu plus difficile? Alors, oui et non. Il y a en effet un phénomène de chasse aux primes. Disons qu'il y a certaines entreprises qui sont plus équipées pour aller chercher les primes et les subventions qui vont bien et qui vont savoir, et qui ont aussi pas que l'équipe pour aller chercher, qui ont aussi les interlocuteurs assez naturels pour se poser ces questions. Mais dans l'absolu, et moi c'est ce que je vois dans mon quotidien, c'est que les entreprises qui pensent leur transformation, elles le pensent en dehors des aides publiques. C'est-à-dire elles se disent avant tout quels sont mes besoins, j'y vais et j'essaye de le financer soit sur fonds propres, soit éventuellement en se tournant vers la banque pour un emprunt sur de très gros investissements, mais la majorité le font sur fonds propres et ne pensent pas forcément, n'ont même pas le réflexe en fait de se dire il y a peut-être un dispositif public pour m'accompagner dans cette transformation. Donc la question c'est peut-être est-ce que les dispositifs sont vraiment utiles et bien dimensionnés pour ceux qui en ont le plus besoin. Et visible surtout. On va passer à la troisième partie. Et là, on va parler plus de risques.
notamment de cybersécurité, parce qu'on en parle sans cesse, on parle de piratage de données. Dès qu'on numérise, on dit oh là là, attention, ça va être compliqué. Il y a des demandes de rançon, des possibilités de paralysie de ces procédés. Enfin, en gros, on nous fait très très peur avec ces problèmes-là. Comment ne pas mettre son entreprise en danger avec la numérisation? D'abord, c'est quoi le danger? Qui veut répondre? Au quotidien, ce que j'ai vu les plus fréquemment aujourd'hui, c'est plutôt les ransomware. C'est quelque chose qui est quand même assez fréquent pour qu'en visitant 3, 4 entreprises ou 5 entreprises dans le mois, à l'année, vous en tombiez quand même sur un ou deux. Donc il y a une fréquence qui est quand même très importante. Il y a une étude qui est parue, une publication de BPI France sur laquelle il y a un petit peu ces choses-là qui sont hiérarchisées. Mais donc ça, c'est quand même extrêmement fréquent et ça arrive à des entreprises qui peuvent être piégées du coup dans leur flux de production et dans leur flux de vente. Typiquement, moi j'ai eu le cas de figure d'une entreprise, évidemment que je vais pas citer, mais qui a eu à faire un ransomware qui a paralysé l'intégralité des ordinateurs. Et qui du coup leur a fait perdre l'équivalent d'une semaine de chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'ils savaient les quantités qui avaient été commandées, mais ensuite ils n'avaient pas le détail du fichier client, et comme ils étaient en B2C, et bien évidemment les quantités agrégées, vous ne pouvez pas en faire grand chose, si ce n'est les vendre à d'autres gens plus tard et les stocker. Donc ça peut être extrêmement risqué pour l'entreprise industrielle et pour des entreprises en particulier avec une grande abondance client, comme ça peut être le cas, et de référence comme ça peut être le cas en B2C. Et après, il y a un aspect quand même de solution, parce qu'évidemment, il y a des solutions qui peuvent être rudimentaires et qui fonctionnent. Eux, dans leur cas, c'était le fait d'avoir un archivage régulier qui a permis quand même de remonter le temps pour ne perdre qu'une semaine et ne pas perdre l'intégralité du pipe qui était de plus d'un mois, un mois et demi. Donc voilà. Et ensuite, évidemment, il y a abondance d'autres typologies d'attaques possibles. Tout le monde a en tête le cas de Tesla, qui avait été attaqué donc sur les véhicules. Heureusement, c'est une personne qui s'est signalée, qui s'est servi de ça pour pouvoir être embauchée dans l'entreprise. Mais si une entreprise comme Tesla, avec le niveau d'élaboration de son système pour piloter une voiture, elle peut être attaquée, bah évidemment, lorsque vous installez un robot que vous allez piloter depuis l'extérieur dans votre entreprise, ou lorsque vous organisez un flux de camions qui doit vous livrer des matières précieuses, bah évidemment, les mêmes risques peuvent exister. Donc il faut travailler avec des professionnels pour pouvoir les mitiger. Je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à se faire aider. C'est-à-dire que nous-mêmes, on développe des logiciels et on travaille sur l'IoT, on va se connecter aux machines, etc. Donc, on peut présenter un aspect de risque, et il est évident que nos clients doivent être protégés par rapport à ça. On se fait aider. On se fait régulièrement auditer par des organismes qui sont spécialisés dans la cybersécurité. Et donc, chaque année, voilà, on va avoir notre plan d'action de consolidation de notre logiciel et des interfaces, parce que c'est la plupart du temps sur les échanges de données. Donc, nous, on est beaucoup dans la réception et on n'est pas dans l'émission. Donc, voilà, il y a des bonnes pratiques, il y a des choses simples, et puis il y a des choses qui sont plus complexes, qui nécessitent des experts. On va ségréger les réseaux, on va avoir un réseau bureautique, un réseau industriel, des choses assez simples dans l'architecture. Et après, on se fait conseiller. Et pour moi, c'est vraiment il faut faire appel à des spécialistes. C'est ça, on dit des outils assez simples en architecture, mais enfin, ça commence déjà à pas parler aux ETI, quoi. Enfin, si, ça va. Et aux PME, du coup, et aux ultra petites PME. Nous on est vraiment orienté PME ETI, donc c'est le cœur de nos clients. Et effectivement, eux sont en général moins conscients ou moins armés pour aller chercher ça. Et c'est là où on se doit, en tant qu'éditeur de logiciels, d'apporter ces connaissances et d'aider le client à structurer son architecture et éventuellement à la faire évoluer si on constate qu'on est sur des choses qui sont à risque. Donc c'est aussi un rôle un peu de conseil et d'amener des bonnes pratiques aux clients. Mais les PME ETI peuvent aussi avoir exactement les mêmes réflexions. On a une chance souvent, c'est que le réseau des machines n'est pas connecté avec celui de la gestion de l'entreprise, déjà parce qu'ils ne se parlent pas beaucoup. Donc forcément, il y a beaucoup moins de risques. Juste Anaïs, cette notion de risque, de danger, enfin de peur quasiment, on va dire comme ça, c'est présent chez les industriels que vous croisez? Ça l'est de plus en plus. Il y a encore un manque de maturité sur le sujet. Alors entre ceux qui ont vécu une attaque, quelle qu'elle soit,
la nature, qui sont donc plus sensibilisés, qui vont mettre en place un certain nombre d'actions, mais qui ne savent pas toujours par où commencer en fait. C'est-à-dire parfois c'est simple, mettre une double identification pour se connecter à certains endroits, rappeler des bonnes pratiques, c'est nécessaire. C'est-à-dire c'est le b.a.-ba, ça semble tout bête, mais ça n'existe pas dans un certain nombre d'entreprises. Et puis il y a ceux qui n'ont pas du tout été confrontés au sujet et qui sont encore un peu alors ça dépend des secteurs. Si vous parlez à des PME de la défense, elles vont être beaucoup plus à l'offensive sur le sujet que si vous parlez à des PME de l'agroalimentaire. Le sujet est en train d'émerger. Il y a de plus en plus aussi de solutions qui existent sur le marché assez simples, de formation, de sensibilisation. Donc je pense que ça commence à rentrer. Mais la question de la gestion de risque, de manière générale, reste quelque chose qui est assez faible dans beaucoup d'entreprises françaises, que ce soit des PME, des ETI, des plans de prévention de risque. On a besoin de les réarmer et de les faire, surtout au regard de tous les risques qu'on a en ce moment. Et ça dépasse la numérisation. De toute façon, dans cybersécurité, c'est avant tout cybersécurité. Sécurité, je m'en mêle les pinceaux moi-même. Avant de passer à la suite de l'émission, on va faire un petit tour sur les Golden Tech. Encore une fois avec Xavier, qui est en compagnie de GIFAGE et qui va nous présenter ces Golden Tech. Alors, Xavier, c'est à vous. Oui, tout à fait, Jean-Sébastien. Effectivement, nous avons traversé tout le hall de Global Industries pour nous retrouver sur ce nouvel espace des Golden Tech 2022. GIFAGE, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le concept, ce que sont ces Golden Tech ? Alors l'idée, Xavier, c'est en fait de montrer et de mettre en valeur les métiers industriels, que ce soit de la conception, c'est-à-dire du produit qui est conçu, son usinage, il y a le métier de fraiseur-tourneur, que ce soit le roboticien, que ce soit le contrôle avec Zeiss par exemple, la gestion des données, avec le data manager automation, les automaticiens, on va jusqu'au bout avec l'amélioration continue. Donc en fait, vraiment avoir tous les métiers industriels et avoir une compétition sur ces métiers-là avec des industriels qui viennent faire la compétition, c'est-à-dire des gens qui travaillent depuis 5, 10, 20 ans dans une entreprise, qui sont fraiseurs-tourneurs, qui sont, comme on a derrière nous, un spécialiste sur le motion control, qui fait ça depuis 5-10 ans et qui est là en train de faire sa compétition. Ce sont donc des candidats qui viennent pour une épreuve qui est timée. D'ailleurs, j'ai un timer avec moi que j'ai piqué sur la table d'un candidat. Je vais lui remettre le temps qu'il arrive. Combien de temps ont-ils ? Quelles sont les typologies des épreuves qu'ils ont à réaliser ? Alors en fait, sur le principe, c'est des épreuves qui font soit 2 heures, soit 3 heures. En gros, en fait, l'idée, c'est que sur un métier, il y a un candidat qui va, mettons, démarrer à 10 heures, qui finit à midi, puis il y en a un autre qui démarre à midi, qui finit à 14 heures, etc. Donc on enchaîne. On a en moyenne entre 10 à 12 candidats par métier qui vont s'enchaîner tout le long du salon sur chacun des métiers. Donc c'est vraiment des compétitions 2 heures, 3 heures assez courtes. Il a fallu trouver un sujet qui soit suffisamment pertinent en 2 heures à réaliser. Donc c'était un peu un des challenges, c'était de trouver des sujets sympathiques. Et le thème de cette émission est sur les entreprises numériques. Qu'est-ce de numérique ici sur les Golden Tech ? Question difficile, Xavier. En fait, tout est digital ici. On démarre avec le côté conception design avec Dassault, Système et Visiative comme partenaire. Tout le reste, en fait, il y a du digital de partout. Tout est lié. Et on a même un challenge sur la création d'un réseau industriel. C'est peut-être pas du digital, mais enfin sans réseau industriel, ça marche pas. Donc en fait, il y a vraiment un lien digital partout. On a en fraiseur-tourneur une conception sur du Mastercam avec CGTech, qui est un logiciel qui permet de savoir si on a produit quelque chose de bon, même avant de le produire. Donc le digital, il est partout. Et on a le métier derrière vous, qui est Data Manager Automation. On ne peut pas faire mieux, c'est gestion de données d'automatisme. En fait, les gens des automatismes sont capables aussi de gérer les données, ce n'est pas forcément les informaticiens. Et il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, Jean-Sébastien évoquait le thème de la cybersécurité. Est-ce qu'il est présent sur cette compétition ? Alors, il faut rappeler, Xavier, que c'est la première. On veut faire un peu les Bocuse. Les Bocuse, ils ont 30 ans. Regardez la première émission des Bocuse, c'était différent. Là, on est sur une première. Donc, on n'a pas tous les métiers. Mais il y a de la place. Et franchement, la cyber, l'intelligence artificielle, il y a des sujets qui sont en train de nous arriver depuis ce matin en disant, tiens, pourquoi on ne ferait pas une compétition là-dessus ? Je ne serais pas étonné qu'on ait peut-être une compétition sur la cybersécurité à Lyon en 2023. Lyon 2023, alors juste sur cette année, quels sont les préparatifs en fait, comment va se constituer la compétition, jusqu'à quand, quand est-ce que les résultats seront proclamés par exemple de cette édition ?
Alors en fait, ça a démarré depuis ce matin. La conclusion se fait vendredi à 13h. Et vendredi à 13h, il y a la remise des prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur chaque métier, les éléments, il n'y a pas de jury. C'est vraiment des éléments factuels. En 2 heures, il a mis tant de temps. Derrière moi, on voit peut-être une machine avec des boules blanches, des boules rouges, des boules noires. La personne a 2 heures pour faire son sujet. Et à un moment, les boules doivent être arrivées dans le bac, dans le bon ordre. Il a le temps qu'il veut, mais autant d'essais qu'il veut, mais s'il fait trop d'essais, s'il est un peu pénalisé par quelques points. Et puis au moment où il arrive, on dit voilà, il a mis tant de temps, tac, et on sera factuel. Il a mis 1h45 minutes. Celui qui mettra 1h44 est meilleur que lui. Donc on a vraiment des choses très factuelles. Dernier détail, en fait, cette composition de l'espace, il y a une sorte d'estrade qui prolonge tout cet espace, qui l'entoure réellement. C'est une arène. À quoi ça sert exactement cette estrade ? Alors l'estrade, c'est pour le public. On va laisser les candidats tranquilles au cœur sur les rings pour travailler. Et l'arène, c'est pour le public qui puisse promener, les jeunes qui vont être visités, mais les moins jeunes. L'idée, c'est quand même de mettre en valeur nos métiers industriels. On est sur le grand sujet des compétences, on manque de compétences. Prouvons que c'est intéressant. On a vu des jeunes tout à l'heure qui étaient à côté des robots de Fanuc qui regardaient, regarde comment ils programment. En fait, ils ont besoin de voir vraiment physiquement comment la personne programme. C'est bien de voir les machines qui tournent, mais à un moment, il y a bien quelqu'un qui est derrière et qui pilote. Et ça donne envie d'aller piloter, d'aller bricoler. Je parlais les réseaux, je le vois en face, il est en train de prendre des fils, il les branche. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Il le saura à la fin. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des petites lumières en haut qui clignotent et qui montrent s'il se trompe ou pas. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que le public prenne part à la compétition, au métier, et s'aperçoive que c'est intéressant, que c'est peut-être un métier d'avenir pour lui. Voilà, c'est un peu l'objectif. Merci Guy Fage. Et valoriser les industriels, précise-t-il à la dernière minute de ce duplex, Jean-Sébastien. Donc voilà, c'était la découverte des Golden Tech qui sont à suivre également sur une chaîne dédiée sur J-Channels. À vous Jean-Sébastien. On n'y manquera pas. Merci beaucoup Xavier. Alors on le voyait, le numérique, ça peut justement, ça travaille l'attractivité, puisque manifestement, les jeunes sont très heureux de voir des gens branchés, débranchés, câblés et faire fonctionner des trucs. Avant de passer à notre 4e partie, où on va plutôt parler des outils à la disposition des entreprises pour numériser, je voulais juste aborder le point de l'interopérabilité, parce qu'on a parlé tout à l'heure de réseaux de gestion et puis de réseaux des opérations, enfin de l'usine. On a différents outils, la chaîne numérique est très très longue. C'est une question, l'interopérabilité, par exemple chez vous, Isabelle Duret? Bien sûr, nous on va récupérer des données des ERP, des données des MES, des données de GMAO, on va pouvoir envoyer des données vers un certain nombre d'outils également, de la visualisation, de la data vise. Donc oui, on a besoin que ces briques fonctionnent entre elles. Et aujourd'hui, on arrive assez facilement à connecter, en tout cas sur l'aspect données, puisque c'est plus ma partie. Sur l'aspect données, on arrive vraiment à fonctionner avec les systèmes existants, quel que soit le RP, quel que soit le système que le client utilise. On arrive à se connecter, on arrive à nous ouvrir notre API vers un certain nombre d'autres systèmes. Donc, de toute façon, pour moi, c'est le sens de l'histoire. Donc, il faut une des caractéristiques clés des outils numériques de demain, c'est justement cette interopérabilité. Donc, de l'architecture des solutions numériques qu'on propose, dès le moment où on pense l'architecture des solutions, il faut qu'elle soit interopérable. Pour moi, c'est indispensable. Justement, tiens, du coup, on va prendre la question à l'envers. Quelles sont les conditions d'échec? Qu'est-ce qui fait qu'un projet va à l'échec? Puisque vous ne connaissez que des succès, je pense que... Alors, moi, je partirais du terrain. C'est-à-dire que si l'opérateur sur sa machine ou à son poste de travail, peu importe que ce soit un opérateur ou un technicien, s'il ne comprend pas à quoi sert son système, si on lui fait rentrer des chiffres et donner des informations, mais qu'il ne comprend pas à quoi ça sert, pour moi, c'est une des causes d'échec importantes. Une des causes de non-adhésion du personnel, c'est de ne pas comprendre à quoi ça sert. Voilà. Ça arrive souvent? Ça arrive. Oui, ça arrive forcément parce que je pense que si l'enjeu n'a pas été forcément bien cadré, si on n'a pas accompagné suffisamment, enfin, oui, je pense qu'il peut y avoir des causes d'échec qui sont liées à ça. Ou moi, je l'ai vécu par le passé, puisque avant d'être dans le numérique, j'étais dans l'industrie, des postes de direction d'usine notamment. Des échecs, j'en ai vécu parce que justement, il n'y avait pas le sens et que on comprenait pas finalement à quoi servait telle ou telle chose, parce que ça alimentait un système que finalement
des gens utilisaient de temps en temps. L'opérateur se trompait en ayant rentré une donnée et personne s'en était aperçu. Du coup, le lendemain, il rentrait une donnée encore plus fausse pour voir jusqu'où il allait pouvoir aller. Oui, si les systèmes ne bouclent pas, hein, si on n'a pas ce sens, oui, c'est l'échec absolu. Ouais. Malek, pour vous? Il y a en fait toutes les recommandations qu'on fait, on peut les prendre, voilà, les inverser et du coup on va se retrouver avec des causes potentielles d'échec. Si on prend la principale, celle qu'on a faite initialement en disant faut partir de la raison d'être et de nos enjeux de performance, ça rejoint ce qu'on dit là, c'est-à-dire qu'on risque de faire des choses qui vont être inutiles, contre-productives ou aller à l'encontre de ce qu'on désire réellement faire à l'intérieur de l'entreprise. On peut risquer de créer des non-valeurs ajoutées, de les ancrer, etc. etc. Donc, si tout de même, il y avait quand même quelques principales causes d'échec à désamorcer, moi j'identifierais celle-ci en premier. Il y a aussi un aspect techno-push à vraiment éviter, c'est-à-dire partir de la techno et essayer de l'infuser dans l'entreprise. Simplement parce qu'à un moment on s'est rendu compte voilà l'outil il a l'air très bien et on commence à s'imaginer plein de choses qu'on pourrait faire avec l'outil en question dans l'entreprise sans vraiment faire du collectif et valider avec les collègues et avec au regard de ce que sont les objectifs de l'entreprise. Voilà, cette notion un petit peu de techno-push, de partir de la techno et d'essayer de l'infuser dans l'entreprise sans réellement l'avoir mise en regard des enjeux de performance pour l'entreprise et de ce qu'elle a envie de devenir, ça c'est un vrai risque. Et après, il y a les choses plus classiques que vivent tous les industriels et puis les non-industriels d'ailleurs qui veulent mettre en place un système d'information qui va vraiment s'imbriquer dans les flux quotidiens, donc typiquement le RP, les systèmes qui vont venir gérer les commandes clients, puis les interactions aussi avec les fournisseurs. Il doit y avoir une très très grande rigueur sur la donnée avant de passer d'un système 1 à un système 2. Et les questions de bascule d'un système à un autre, c'est vraiment des moments très sensibles sur lesquels on gagne vraiment à avoir un petit peu de prudence avant de faire basculer un système qui fonctionnait vers un système qui peut présenter certaines incertitudes. Donc c'est ces moments-là où on va passer d'un mode de fonctionnement initial à un mode de fonctionnement avec les nouveaux outils. On incite vraiment à avoir de la prudence et à être accompagné par des personnes qui l'ont déjà fait et par des professionnels. Et puis à ne pas les prendre à la légère, à ne pas y aller, comme disait Anaïs tout à l'heure, avec des outils faits maison et puis on expérimente alors qu'on est dans le processus opérationnel. Oui, on peut faire des outils maison quand on s'appelle Google, mais sinon c'est un peu plus compliqué, quoi. Anaïs, pour vous c'est pareil, les raisons d'échec de projet, ça peut être quoi? C'est ce que mes deux camarades ont évoqué. Il y a vraiment un enjeu de partir du besoin. Et après, il y a la manière dont on va aussi piloter le projet. C'est-à-dire s'assurer qu'il y en a une adhésion des équipes et qu'il n'y ait pas de rejet. Parce que vous pouvez aussi avoir le meilleur projet de la Terre qui est soutenu par la direction générale, mais vous ne l'expliquez pas bien et vous n'associez pas les personnes qui vont l'utiliser, ou en tout cas un groupe d'utilisateurs clés dans la définition du projet par la suite. Et donc, ça va créer un phénomène de rejet avec l'idée que c'est pas utile, c'est pas nécessaire, c'est pas bien pensé, ou des peurs aussi. Parfois, ça peut être tout simplement des peurs de l'impact que ça peut avoir sur le quotidien, voire sur l'emploi. Et donc, ça induit un rejet. Et donc, il faut les anticiper dans l'étape de définition. On est vite manichéen, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Si on n'est pas impliqué, on se sent rejeté, etc. Malek? Il y a un autre aspect, c'est que très souvent, quand on rajoute des outils, on rajoute du travail, on rajoute des procédures, on rajoute des consignes. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on va arriver à saturation d'outils ou à saturation de charge de travail. Donc ça peut être aussi un élément de vrai bon sens paysan. C'est de se dire quand même, quand on rajoute une tâche, il faut quand même essayer, si les gens étaient chargés avant et avaient largement de quoi s'occuper, essayer quand même aussi de s'assurer qu'en rajoutant cette tâche-là, on en a éliminé une autre, ou on a réduit la charge de travail sur une autre, ou qu'on a réduit davantage que ce qu'on a rajouté en termes de saisie, par exemple. Un projet, ça se calibre, hein. Si je peux me permettre, juste une chose pour compléter ce qu'a dit Malek, c'est il y a un défaut qui peut perdurer, c'est dans l'adoption ensuite de l'outil, c'est-à-dire s'assurer qu'on tue bien les outils précédents.
Notamment, j'ai un cas qui est assez courant, c'est dans tout ce qui va être gestion documentaire, où on veut mettre en place une nouvelle GED et puis on ne supprime pas forcément les autres espaces de stockage. Donc on se retrouve avec des choses qui vont être sur la suite Google, d'autres qui vont être dans la GED, d'autres qui vont être sur le bureau, avec une multiplicité de fichiers, si bien qu'on ne sait plus quel est le bon fichier. Donc il y a bien la mise en place de l'outil qui est critique et ensuite l'accompagnement qu'on en fait pour s'assurer qu'on a vraiment un usage standardisé dans toute l'entreprise et qu'on n'a pas des gens qui contournent le système parce qu'on n'a pas fait l'accompagnement nécessaire. Oui, puis du coup, on a besoin de personnes qui maîtrisent d'anciens systèmes alors qu'on est déjà sur un nouveau. Effectivement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Les industriels, quelles sont les premières questions qu'ils vous posent quand vous arrivez, par exemple, vous Isabelle, vous arrivez chez un industriel? C'est quoi la première question qui vous pose? Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que je suis sûr de réussir? Est-ce que tout va bien? Alors, je pense que d'abord, l'industriel qui nous fait venir, c'est qu'il a quand même déjà une idée derrière la tête. Donc, on arrive, j'allais dire, sur un terrain qui est ouvert, sur lequel on va pouvoir construire. Et effectivement, quand on présente l'outil, après, de façon très simple, c'est combien de temps et combien ça coûte. Donc c'est les deux. Alors dans les PME-TI, c'est essentiellement ça. Dans les groupes un peu plus importants, on va retravailler aussi la question avec l'IT où effectivement les systèmes déjà existants doivent être pris en compte et où on va aller plus dans du détail technique. Mais vraiment au démarrage, c'est si l'enjeu est identifié, si notre solution peut répondre à un enjeu du patron, le patron qui nous fait venir, bah oui, c'est combien de temps, combien ça coûte et l'implication des équipes. Alors, il y a aussi une question que je me posais, c'est sur le tri des solutions, parce qu'en fait, il y a pléthore de fournisseurs. Il y a plein de gens qui proposent des solutions concurrentes. Du coup, quand on commence à se lancer à la chasse aux outils, on est parfois un petit peu submergé parce qu'il y en a beaucoup. Comment on peut faire ça? Est-ce qu'il y a des outils déjà? Est-ce qu'il y a des outils qui sont à la disposition des gens pour faire le tri en fonction de ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des guides de bonne pratique ou des choses comme ça? Malek, ça vous dit quelque chose? Alors là, moi, j'incite évidemment à être conseillé, à ne pas rentrer tout seul sur le supermarché de la technologie quand on en est au choix d'outils. Et là, en effet, c'est constellationnaire, c'est-à-dire surtout si on n'a pas fait un travail en amont pour vraiment définir son besoin, on peut se retrouver perdu dans les choix d'outils. Si en revanche le travail amont il a bien été fait, généralement la panoplie des outils qui vont réellement répondre aux fonctionnalités que l'entreprise va vouloir rechercher, elle va déjà s'être pas mal réduite par rapport à la constellation d'outils qu'on peut trouver sur le marché. Et ensuite, il vaut mieux quand même être accompagné par des gens, comme je le disais tout à l'heure, typiquement des consultants tels que ceux avec lesquels on travaille chez BPI France et qui font notre vivier de conseillers avec lesquels on mène nos accompagnements pour justement réussir à se repérer un peu dans cette jungle d'outils et réussir à faire des choix en étant conseillés par des gens qui sont plutôt désintéressés parce que leur intervention elle va être calibrée dans un temps qui lui est fixé et voilà. Un autre aspect qui peut être aussi important, c'est de quand même bien calibrer ça en termes de gestion, de reposer régulièrement la question de l'efficacité des mesures qui vont être prises et du ROI. C'est pas comme c'était dit tout à l'heure, c'est pas le seul critère. Il y a plein d'autres critères en termes d'efficacité, de bien-être qu'on va essayer de créer dans l'entreprise, etc. Mais ne pas s'oublier au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, en réempilant des coûts, en réempilant différentes couches, il faut quand même garder un œil sur l'équation économique. Ouais, un projet, ça se suit, c'est ce qu'on disait, ça se construit et ça se suit derrière. Ça dure combien de temps, en fait, de mettre au point, de mettre en place un projet de numérisation de 2 jours à 12 ans? Il y a beaucoup de projets très différents les uns des autres, donc il y a une dispersion immense. Donc évidemment, là, en plus, là, on est sur un périmètre où on peut se parler de sujets d'outils digitaux, on va dire, qui vont servir à faire de la documentation, jusqu'à des outils qui vont être la numérisation de l'usine, du MES, du pilotage de machine. Donc il y a une très très grande dispersion. Il y a des projets qui se font en quelques semaines, voire même en une semaine. Et puis l'installation d'un petit outil qui sert à une fonctionnalité donnée. Puis il y a des projets qui peuvent prendre plusieurs années. Anaïs, en moyenne, vous voyez les gens combien de temps?
Mais nous, on les voit très longtemps parce qu'on les adore. Donc, non, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce qu'on va mettre en place. C'est des projets qui peuvent être faits sur 2-3 mois, comme 1 ou 2 ans, si on prend le temps de sélection de la solution, d'implémentation et ensuite de suivi de l'adoption. Donc, il n'y a pas de mesure de réponse. Tout va dépendre du projet. Chaque cas est particulier. Là, on vit des conditions qui sont un peu particulières, une conjoncture très particulière, avec des énergies qui coûtent très cher, des pénuries dans certains domaines, certains composants, etc. Alors, dans le logiciel, évidemment, ça pose pas forcément beaucoup de problèmes. Écrire du code, ça consomme de l'énergie cérébrale, et puis, mais c'est tout. Et puis, il n'y a pas de pénurie, a priori... j'espère qu'il n'y a pas de pénurie de cerveau en France. Mais par contre, pour le reste, de l'automatisation, de la numérisation, des choses comme ça, on peut s'attendre quand même à ce que ce soit difficile. Mais je pense que c'est d'autant plus intéressant quand on est dans cette situation tendue où on a des problématiques de ressources, de coûts d'énergie, de problématiques même de recrutement. On commence à avoir un marché du travail qui est tendu. La bonne question, c'est plutôt que d'aller chercher à investir ou à acheter plus de matière, est-ce que je peux mieux utiliser ma matière? Est-ce que je peux moins consommer d'énergie? Donc, tous ces projets aujourd'hui d'amélioration de performance et d'optimisation de performance sont d'autant plus intéressants que la situation est tendue et qu'on va pouvoir apporter des réponses plutôt que d'aller chercher plus de matière ou plus d'énergie. Eh bien, on va consommer 20% de moins, on va dégager de la capacité supplémentaire et on va aider les industriels dans cette logique-là. Et là, les outils sont effectivement extrêmement intéressants en termes d'économie d'énergie, d'amélioration continue, d'optimisation de process. Voilà, il y a beaucoup d'outils qui sont orientés là-dessus et qui font vraiment sens en ce moment, je pense. Et puis les ROI, du coup, sont un petit peu changés. Ils peuvent être plus rapides, du coup. Alors, certains peuvent être plus rapides, mais on a quand même aussi un autre effet, qui est que les fabricants de machines, ils peuvent avoir, et de robotique, ils peuvent avoir un petit peu de mal à s'approvisionner sur certains composants, que ce soit des semi-conducteurs ou d'autres composants, ce qui fait qu'on peut avoir une petite inflation sur les prix à l'achat. Et puis, on peut aussi avoir un effet délai où ils vont mettre plus de temps à nous livrer, donc un risque de dérive du planning pour des outils qui arrivent en milieu de projet. Ouais, donc coup, le calcul de ROI, c'est plus bon. Voilà. Et autre point, il ne faut pas se planter sur les bascules ERP. Parce que si vous êtes dans un marché qui est assez stable, les quantités, globalement, même si le système n'est pas très juste, c'est des quantités qui sont très proches de la moyenne, ça ne fluctue pas trop. Si par contre, on est dans un marché vraiment en dents-de-scie, parce qu'on a des ruptures d'appro, donc on doit un peu surstocker, puis après, ainsi de suite, et reprogrammer de façon très intelligente, très dynamique, si le système d'info, lui, est planté, à un moment, on a de l'instabilité. Et si vous êtes sur un produit sur lequel vous avez beaucoup de références, vous pouvez être planté durablement. Donc ça, il faut y faire quand même attention. Ouais, c'est touchy. Anaïs, vous voyez plus de projets depuis ces derniers temps, ou au contraire, ça a plutôt tendance à faire peur aux industriels? Alors là, ces derniers mois, ce à quoi on est confronté, c'est il y a un peu un retour potentiel de bâton post-crise, post-pandémie. C'est-à-dire qu'on a eu un taux de défaillance des entreprises qui était anormalement bas, et donc on a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas changé leurs fondamentaux économiques pendant la crise, et qui donc risquent, avec la fin des différents dispositifs, d'entrer en crise. Donc cela, malheureusement, on ne pourra pas leur préconiser de solutions. Et on voit beaucoup d'inquiétudes en fait dans la gestion du quotidien. C'est-à-dire que quand on parle de ces outils, on est sur plutôt arriver à penser le court, long terme. Et on a des industriels qui se retrouvent dans une situation, ils commandent des produits à un prix, mais ce n'est pas le prix qui leur sera facturé. Ils reçoivent les produits au compte-gouttes, donc il y a de l'insatisfaction côté client avec des ruptures. Et donc on va être plutôt sollicité pour des choses très prosaïques qui vont être la gestion de la trésorerie, la gestion des encours, et finalement un peu moins les outils, ou alors les outils des outils très financiers finalement, pour améliorer ses prévisions de vente et pour améliorer la gestion du cash au quotidien, et moins pour transformer les usines. Mais ça ne veut pas dire qu'on est représentatif de tout ce qui se passe sur le marché non plus. Ouais, le sujet, on voit bien, le sujet est compliqué, long, complexe, un petit peu difficile à cerner. Merci à tous les trois. Et puis je vous retrouve demain, et cette fois on parlera d'économie circulaire.